Dans ce nouvel épisode du podcast L'Instant Outdoor, je reçois Yvan Rassa. Yvan, c'est sa deuxième participation au podcast. Alors, la première fois, c'était dans un épisode de Café Trailer où j'avais proposé à des auditeurs d'intervenir pour raconter une histoire dont ils avaient envie de parler. L'histoire d'Yvan, j'ai voulu en savoir plus. Il a écrit un livre qui s'appelle Sport et troubles du comportement alimentaire, car il a été victime de boulimie, et vous allez le voir, il le raconte, c'est assez poignant. Dans son livre, il donne plein de conseils, comme il le donne dans cet audio. Et franchement, moi j'ai appris plein de choses. Alors je vous laisse avec ma conversation avec Yvan. Et c'était vraiment super enrichissant. Merci beaucoup Yvan. Bonne écoute dans l'Instant Outdoor. Bon, alors aujourd'hui je suis avec Yvan, et alors Yvan, c'est pas la première fois que vous avez dû entendre sa voix parce qu'il est déjà passé dans une des émissions. C'était à l'époque sur Café Trailer. On était en live sur Facebook et là, j'ai invité Yvan, et donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Yvan, pour participer à un épisode complet. Alors je te le disais un petit peu en off, tu as plusieurs casquettes et du coup moi j'ai un petit peu de mal à te présenter. Donc je vais te laisser le soin de le faire, mais d'abord, comment vas-tu, Yvan ? Salut François, salut à toutes et à tous. Bah ça va très bien, très bien là avec ces différents projets là qui se mettent en place, dont on va parler tous les deux pendant un petit bout de temps, et ça fait vraiment plaisir de d'être avec toi et avec toutes celles et ceux qui nous écoutent sur ce podcast. Eh ben écoute, avec grand plaisir vraiment de te recevoir encore une fois sur le podcast, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et à partager sur ton histoire, et puis aussi sur tout ce que tu as pu faire comme projet, etc. Alors justement, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Yes, alors moi je m'appelle Yvan Rassa, j'ai 30 ans, je suis un passionné de sport. Alors en gros j'ai commencé le sport pas très jeune. Au début, j'aimais pas du tout ça, et puis bah, petit à petit, je m'y suis mis, et puis on y reviendra certainement. Et donc, moi, j'ai commencé le sport vraiment, je voulais entraîner, donc j'ai commencé dès 15 ans dans le foot, dans l'athlé, et puis petit à petit, ce côté coach, encadrement, accompagnement des sportifs m'a poursuivi jusqu'à bah, licence, master et jusqu'au doctorat en STAPS. Donc le STAPS, c'est la fac de sport. En parallèle de ça, bah, j'ai passé des diplômes universitaires en préparation physique, en préparation mentale et en nutrition, parce que je considère que quand on accompagne des sportifs, quel que soit le niveau, il faut avoir une approche globale et pas s'intéresser que à l'aspect purement physique, purement technique ou autre. Donc c'est pour ça que j'ai passé ces diplômes en parallèle. Et puis en 2018, une passion qui est arrivée en plus, c'est celle de parler au micro. Donc à un moment, j'ai remplacé un copain qui bah, pouvait pas, il était malade ce jour-là, donc il m'a laissé le micro, et puis bah révélation. Donc depuis, j'ai ajouté cette carte un peu à mon panel, en plus d'être enseignant à l'université. Donc pas mal de petites choses, pas mal de choses, et puis moi, j'aime bien écrire, donc j'ai quelques ouvrages à mon actif, dont un dont on va parler un peu plus, je crois, François. Ouais, bien sûr, on va en parler évidemment, parce que c'est un petit peu le sujet, le titre du podcast. Mais j'aimerais que tu nous parles aussi un petit peu du côté speaker, parce que j'ai Ouais. déjà reçu ici Ludovic Collet, hein, vous pouvez Ouais. retrouver l'épisode qui est déjà diffusé. Avec juste une question, comment ça se passe la première fois que tu prends le micro ? La première fois que tu prends le micro, c'est comme un premier rendez-vous avec une copine, tu vois. T'as le stress, t'as la boule au ventre, tu sais pas trop qu'est-ce que tu vas dire au départ. T'as envie de vomir avant d'allumer le micro. D'ailleurs, je me souviens encore, bon, j'avais tout préparé en amont. J'avais préparé mon book animation avec les noms, c'était juste un championnat départemental de cross, mais pour moi, c'était comme si c'était un championnat de France. Et je me souviens encore, juste avant de parler la première fois au micro, j'ai dû allumer et éteindre le micro au moins 5 ou 6 fois, parce que je commence à parler au micro et en fait je dis non, je suis pas encore prêt. Et puis bah petit à petit ça se met en place, et c'est un peu comme une course après. Quand le coup de pistolet du starter il a retenti, après le stress tu l'as plus, t'y vas, et puis c'est comme ça qu'après c'est devenu vraiment une passion, enfin c'est une révélation quoi. Je pensais pas que j'allais aimer autant ça, et puis bah depuis en 3 ans, je suis maintenant sur des événements comme le marathon de Lausanne. Là, j'étais dernièrement au marathon de Deauville. Voilà, enfin, et puis même les courses de différentes tailles, différents niveaux, c'est toujours un bonheur d'y être.
Mais du coup, la semaine, tu donnes des cours à l'université et le week-end, tu fais speak C'est ça. sur des courses? C'est ça, exactement. Donc parfois, je dois avouer que c'est dur le lundi matin d'aller en cours, enfin d'aller enseigner les cours parce que il y a des événements. Bah par exemple, je me souviens un trail sur Alençon qui débutait à, je crois que c'était 5h30, tu finis à 18h, donc t'as une grosse journée d'animation. Le lendemain, t'as la voix qui est un peu en difficulté, et puis c'est dur de se lever, donc ouais, il faut enchaîner, j'enchaîne, et puis mais bon, c'est après, une philosophie que je me suis fixée, c'est je fais ce que j'aime. Donc, à partir du moment où tu fais ce que tu aimes derrière, c'est beaucoup moins dur. Les contraintes, tu les ressens beaucoup moins. Et puis, bon, bah, j'ai la chance d'avoir aussi un entourage qui m'accompagne sur ces activités-là. Donc, c'est aussi important. Cool. Bon, Mm. bah écoute, c'est vrai qu'au début, ça doit demander beaucoup de travail de la voix parce que Ouais. on l'imagine peut-être pas, mais de parler, alors tu parles pas non plus toute la journée, Non. mais si tu comme ça animes une course, la voix elle doit se Ouais. fatiguer parce que c'est un muscle hein, Mais euh, exactement. qu'il faut travailler comme on travaille sa VMA. Mais c'est ça, tu as totalement raison, et à tel point que je me souviens la première année, donc 2018 et début 2019, en gros, vu que j'ai beaucoup couru avant et je ressens tout ce que les sportifs ressentent sur la ligne de départ, etc., bah, je le vis avec eux. Ce qui fait qu'il y a des moments, bah, en gros, je faisais le départ, j'étais excité, je parlais au micro comme un fou, et au bout de peut-être d'une demi-journée, j'avais déjà plus de voix. Et donc, j'ai dû travailler tout ça, donc, maintenant, j'ai fait appel à un coach vocal. J'ai été même en chorale, même si je chante comme une quiche, c'est pas grave. Mais je l'ai travaillé pour travailler aussi la prise de parole en public. Et petit à petit, bah, à présent, je m'échauffe avant chaque prise de micro. Et maintenant, j'arrive à tenir la voix sur. Là, dernièrement, j'ai fait 4 jours d'affilée d'animation. C'est passé sans problème. Mais c'est vrai qu'au début, ouais, au bout d'une demi-journée, si mince, j'ai plus de voix. Comment je fais maintenant? Mais c'est exactement ça, t'as raison. Ouais, parce que là il n'y a pas de remplaçant qui peut Ah qui non, peut venir non, te. c'est ça. Le pot de miel, je peux dire que c'est mon copain. Ah, le pot de miel, la petite astuce pour avoir la voix. C'est ça. Surtout là, la période où on enregistre, là, en plein hiver, le miel, c'est la vie. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Ça a plein de bonnes propriétés, donc c'est le top. Alors, on salue Leïla et Pascal, mes amis de chez Happy Run, d'ailleurs, s'ils nous écoutent Mmh. sur le podcast, parce qu'ils font du très bon miel. Voilà, Ouais, petite promo gratos, c'est ouais. cadeau. Euh, alors, Yvan, on va passer maintenant sur, si tu le veux bien, sur le livre Sport Ouais. et troubles du comportement alimentaire que tu as écrit. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce livre? Bah, l'histoire de ce livre, en gros, c'est, bah, donc moi j'ai été touché par les troubles du comportement alimentaire. Ça a commencé aux alentours de 17 ans. Donc, entre 17 et 22, ouais, 22, 23 ans, j'ai été touché par les troubles du comportement alimentaire. Donc j'ai eu, on ira un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais j'ai eu vraiment cette période très difficile. Et donc sur le coup, je me suis dit bon bah déjà, je m'occupe de moi, je m'occupe de me remettre d'aplomb et de me sortir de cet engrenage. Et il m'a fallu bah ouais quasiment presque 10 ans, il m'a fallu 8 ans pour pouvoir écrire ce livre. Ce livre finalement c'est mon histoire, mais c'est aussi l'histoire de beaucoup de personnes parce que enfin après la lecture de pas mal de messages qu'on m'a envoyés. J'ai des personnes qui ont lu ce bouquin et qui ont été touchées par ces troubles du comportement alimentaire. Bah moi aussi j'ai l'impression d'avoir vécu ton histoire. Moi aussi j'ai été touché par ça, donc merci d'en parler. Et en fait ce livre il retrace vraiment les étapes sans comment dire sans tabou de tout ce vécu que j'ai pu avoir. Mais il s'arrête pas uniquement à ces 4 ou 5 ans de galère. Il part vraiment de mon plus jeune âge parce que finalement, parfois les mots MOTS qu'on va te dire quand tu es enfant, quand tu es jeune, bah, ils retentissent encore une bonne partie de ta vie derrière. Et ils se transforment en mots MAUX, et c'est un peu ça le fil rouge, le fil conducteur de cet ouvrage. Hmm. Et alors, quels sont les troubles du comportement alimentaire que tu as eu exactement? Ouais, moi c'est de la boulimie vomitive que je faisais, c'est-à-dire que en gros quand j'avais
un moment moins bien, quand j'avais du mal-être, ben, ce que je faisais, c'est que je me remplissais de bouffe. Je parle pas de nourriture parce que ce serait manquer de respect à la nourriture. Je parlais vraiment de bouffe. Je me remplissais et bah derrière, vu que j'étais tellement pas bien, tellement j'avais mal au ventre et que en plus je me sentais mal par rapport à moi-même, bah derrière je me faisais vomir. Donc c'était vraiment une période très difficile mais des moments c'était vraiment très très dur parce que ces crises-là c'était 2 voire 3 fois par jour. Donc là ça commençait à être difficile aussi bien sur le plan de la santé, sur le plan psychologique parce que forcément on s'isole et ça l'isolement on pourrait y revenir, c'est un élément très très important. Et puis mine de rien sur le plan financier aussi parce que c'était à une période où j'étais étudiant. Donc la nourriture ça a un coût et donc quand tu te remplis de bouffe tout au long de la journée, bah il y a un moment donné financièrement c'est dur aussi. Mais alors, comment est-ce que, la c'est déclenché? Est-ce que ça a été brutal? Est-ce que ça a été progressif? Parce que, quand on ne va pas bien, certaines Ouais, personnes vont peut-être aller, faire du sport, aller voir des amis. ouais, Certains vont tomber dans des excès aussi, du type, alcool, ouais. cigarettes, des choses comme ça. Comment est-ce que toi, c'est arrivé, en fait, le fait de tomber dans la boulimie? Alors, le fait de tomber dans la boulimie, je saurais pas dire exactement à quel moment c'est arrivé parce que quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus petit, j'avais déjà, ouais, j'aimais bien manger, mais après j'étais, un peu, j'étais bien portant, mais j'étais pas obèse, donc c'était pas vraiment ça. J'aimais bien manger au goûter, tout ça, mais je pense qu'après c'était, il y a pas mal de jeunes, ils étaient dans ce cas-là. Mais où je l'ai vraiment ressenti, c'est, donc à l'âge de 16-17 ans où vraiment je faisais du sport de manière très très intensive. C'est-à-dire que là pour le coup j'étais boulimique de sport, je pourrais dire que j'étais même bigorexique, c'est l'addiction au sport. C'est-à-dire qu'il y avait des jours, je me souviens encore, le samedi matin, je faisais ma séance spé-cross, c'est-à-dire que je chaussais les pointes et j'allais faire vraiment du fractionné dans les chemins, des grosses séances. Et l'après-midi, j'allais jouer au foot parce qu'il y avait match. J'avais des crampes au bout de 20 minutes, mais je disais rien parce qu'il fallait rien dire à personne. Parce que quand on a un champion, on dit rien, tout va toujours bien, ou on souffre en silence en tout cas. Et donc, j'arrive à tenir ce rythme jusqu'à 18 ans. Et à l'âge de 18 ans, donc j'ai mon bac et j'arrive à l'université de Caen, donc c'est à 2 heures de chez moi. J'ai un studio, j'ai un petit logement étudiant. Et, et là, en fait, je commence à avoir une blessure importante, une blessure au niveau du genou qui, euh, qui est difficilement diagnosticable. C'est-à-dire que j'ai dû faire 2 IRM, 3 échographies, 2 radios, j'ai dû faire une quarantaine de séances de kiné, et à chaque fois, on trouve pas ce que c'est. Je me souviens encore de la dernière IRM, il y avait 2 ou 3 médecins autour de moi, et limite ils me disaient mais vous êtes sûr que vous avez mal? Limite t'es pas fou? Et donc à la suite de ça, bah, j'arrive pas à courir, je peux plus courir, je suis en manque de sport et bah, je noie un peu mon chagrin dans la bouffe, quoi. C'est-à-dire que bah, le soir, je rentre, au lieu d'aller courir, bah, je m'achète des cacahuètes, des chips, etc. Et puis bah, petit à petit, je rentre dans cet engrenage. Et en parallèle de ça, bah, il faut dire aussi que je suis dans un nouvel environnement. C'est-à-dire que je suis à l'université, je suis loin de ma famille, et donc à la fac, là aussi, il y a certains profs, en termes de pédagogie, faudrait peut-être qu'ils refassent quelques formations parce que c'est un peu compliqué. Et donc derrière, bah, il y a ce mal-être qui s'installe en moi, et donc des phases de remplissage, c'est-à-dire de boulimie qui se mettent en place. Sauf qu'à côté de ça, bah, je sais très bien que pour courir, en tout cas je sais très bien, j'imagine à ce moment-là que pour courir vite ou pour courir bien, il faut quand même éviter d'être trop lourd. Et donc cette image inconsciente, elle est tout le temps présente, et je vois bien que je prends du poids, que je continue à grossir, que je continue à m'engraisser, mais je peux pas en parallèle de ça m'arrêter de manger parce que j'ai ce mal-être qui est en moi. Et, euh, et donc un soir, je me souviens encore de cette émission, c'était sur je sais plus, W9, enfin les émissions à la con, là, style 90 minutes enquête. Et, et je suis tellement mal, je suis tellement, enfin, j'ai le ventre qui est plein, j'ai mal et tout, je suis pas bien, aussi bien psychologiquement que physiquement. Et donc, je vois cette émission sur les mannequins.
Et en fait, cette émission, elle change ma vie, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un mannequin qui dit, bah, moi, pour pouvoir continuer à faire mon métier, et puis bah, pour être présentable, bah, je me fais vomir. Et en gros, ça fait tilt dans ma tête. Je me dis, mais ouais, en fait, ça se trouve, c'est une bonne pratique, en fait. Et je mets le doigt dans cet engrenage, pour ne pas dire au fond de la gorge, pour bah, me faire vomir une première fois. Et puis après, bah, c'est comme ça que je passe de la boulimie simple, même si c'est quelque chose déjà qui est très, très intense, à une boulimie vomitive qui au début est, comment dire, plutôt, comment dire, pas énorme, c'est-à-dire que ça va être une fois tous les 3 4 jours, mais petit à petit, bah, c'est de plus en plus régulièrement et c'est comme ça que tu rentres dans le cercle infernal. Mmh. Ouais, on sent que c'est ouais, du coup, c'est très progressif, Ouais. et puis tu sais que tu fais quelque chose qui n'est pas bon pour ton corps, mais Mmh. pour autant, tu continues, Ouais. et c'est un peu le problème de toutes les addictions. Ouais, exactement. C'est le problème de toutes les addictions, c'est que petit à petit, elles mettent le grappin sur toi sans que tu t'en rendes compte au début. Tu vois, c'est comme tu disais pour l'alcoolisme et tout. Je pense que les personnes qui sont devenues grandes alcooliques, au début, c'était un verre de temps en temps. Et puis petit à petit, ce de temps en temps s'est rapproché de plus en plus, jusqu'au jour où c'était bah, plusieurs litres par jour, ça se trouve. Donc c'est exactement la même chose dans ce domaine-là. C'est, voilà, t'as une crise de boulimie qui petit à petit va être de plus en plus forte, de plus en plus intense. Et, et à la fin, une fois que je suis rentré vraiment au cœur de ce cercle vicieux, c'est bah, ces crises de boulimie. En gros, derrière, j'étais obligé de me faire vomir tellement j'avais mal au ventre, quoi. Tellement, parce que je pense que je savais inconsciemment que derrière, j'allais me vider, quoi. J'allais me purger. Donc, c'est assez, c'est vraiment quelque chose qui vient, c'est quelque chose de bâtard, en fait. Tu t'en rends pas compte. Et quand ça s'est installé, bah, il est presque déjà trop tard. Et dans le livre, j'ai un chapitre sur lequel j'ai repris une phrase d'Aurel San. C'est avant de tomber dans. Alors, attends, je sais plus c'était quoi la phrase. C'était avant de tomber dans un cercle vicieux, apprends à remonter la pente ou un truc comme ça. Je sais plus la phrase exacte, mais en gros, c'est c'est tellement difficile de s'en sortir à la fin que il faudrait presque vraiment savoir dans quoi on s'engage, mais en fait, on ne sait pas. On ne sait jamais et on en parle très peu. Et ça, c'est un problème. Et alors justement, dans ton entourage, ça a réagi comment? Est-ce que, ils l'ont vu? Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de te sortir de là? Est-ce que toi, tu, faisais tout pour absolument le cacher? Comment ça s'est passé? Ouais, alors ça, c'est quelque chose est assez similaire à une grande partie des personnes touchées par les troubles du comportement alimentaire, c'est que souvent, il y a l'isolement qui va avec. Comme beaucoup d'addictions d'ailleurs, hein. C'est vrai qu'on a tendance à s'isoler, à se cacher. Moi, j'avais donc ce studio et puis j'ai essayé de pas trop rentrer à la maison le week-end pour pas que ça se voit. En fait, j'étais vraiment dans cette logique où je dois pas montrer ce que je suis devenu parce que je veux rester comment dire fort ou en tout cas rester fort aux yeux des personnes qui m'entourent. Et c'est une grande problématique aussi, ces troubles du comportement alimentaire, c'est que souvent on s'isole et en plus, celles et ceux qui sont autour de toi, ils savent pas forcément comment l'aborder, ce qui se comprend. Et, et même sur les terrains de sport, ce qui me fait doucement rire, ou pas forcément rire, mais en tout cas, ce qui me choque et ce qui me choquait déjà à l'époque, c'est que quand tu arrives sur les terrains de sport, tu es très très maigre, on va dire t'es affûté, c'est bien, tu t'es entraîné. Alors qu'on voit très bien que la personne est, enfin, a des, quand même, il y a de fortes chances qu'elle ait des problèmes du comportement alimentaire, des troubles du comportement alimentaire. Donc ça, c'est aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à se voiler la face. Après, je jette pas la pierre parce que je sais très bien que c'est difficile à comment dire, à aborder le sujet, à aborder le thème. Souvent, quand j'interviens sur des conférences ou des échanges, on me demande souvent avant, est-ce qu'il y a des sujets tabous sur lesquels tu veux pas venir? Bah, c'est vrai que que ce soit dans mon cas ou dans le cas de la personne qui peut interroger, ça peut être difficile à aborder ces thèmes-là parce que on touche vraiment à l'intime. Et donc, quand on touche à l'intime, on se dit, attends, est-ce que je peux aborder ce sujet? Est-ce que je peux ne pas l'aborder? Alors que
c'est le principal problème, c'est l'isolement. Et moi, pour le coup, je l'ai vraiment caché au plus grand nombre. C'est-à-dire que euh, mes plus proches, c'est-à-dire ma maman, je lui en ai parlé qu'au moment où je voulais m'en sortir, c'est-à-dire 3 ans, 3 ans et demi après mon, mon entrée dans l'engrenage des troubles du comportement alimentaire. Elle s'en est Et elle, rendue elle compte. avait absolument rien vu? Elle avait, alors, en fait, ça, le moment où j'ai commencé à lui en parler, déjà, c'était par mail. Tu vois, c'est Ouais. même pas en direct, c'est même pas en SMS, c'est par mail parce que en fait, c'est arrivé à un moment où, en gros, ce moment-là, je m'en souviens, j'étais au Mans en troisième année de licence et j'étais à la limite de me foutre en l'air, en fait. Et j'ai eu un flash, je me suis dit non, non, t'es un battant, en plus je suis croyant, tout ça, tu peux pas passer l'arme à gauche comme ça, tu peux pas abandonner la course comme ça. Et en gros, il était trop 4 heures du mat et je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit bon bah voilà, il se passe ça, je suis touché par les troubles du comportement alimentaire depuis 3 ans et là maintenant je veux m'en sortir, mais enfin j'avais peur aussi. En fait, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'on a peur que les personnes qui sont autour de nous disent qu'on est un faible, qu'on n'a pas de courage, donc on a peur aussi de l'évoquer. Et elle, elle s'en était rendue compte. Elle m'a répondu qu'elle s'en était rendue compte, mais qu'elle n'osait pas venir m'en parler. Et que par contre, à partir du moment où là, je lui avais envoyé ce mail, elle m'a dit tu peux compter sur moi, je serai toujours là pour toi et t'as pas de crainte à avoir, je serai là pour toi. Et à partir de là, c'était bon, je m'en suis pas sorti du jour au lendemain parce que c'est toujours la même chose. Il y a du temps pour s'en sortir, mais elle s'en était rendue compte, mais tu vois, elle savait pas comment l'aborder, quoi. On voit quand même que la clé, c'est la communication. Exactement, exactement. Et la grande, et par contre, comment dire, l'épée de Damoclès, enfin, c'est l'isolement. Au contraire, en gros, c'est vraiment ça, hein, je suis tout à fait d'accord. C'est soit la communication, enfin, c'est la communication, mais la grande problématique, c'est que on s'isole de plus en plus, on s'enferme sur soi-même, et là, c'est un danger. C'est un danger. Donc là, si des personnes nous écoutent et qui sont en trouble du comportement alimentaire et qui se reconnaissent dans ton parcours ou Mm. dans un autre, parce Mm. qu'il n'y a pas que la boulimie, on peut Non, peut-être c'est en ça. parler aussi un petit peu des autres troubles du comportement Ouais. alimentaire. Il y a l'anorexie, il y a voilà, toutes ces pathologies-là qui existent et on n'est pas anormal en ayant ça. C'est ça, c'est que c'est vraiment reconnu comme étant des maladies et quand tu as une grippe, une gastro, tu vas chez le médecin. Ouais, Quand tu as un trouble du comportement alimentaire, tu vas te faire accompagner pour te sortir de là. ouais, Et il faut pas avoir honte de ça. non, Ça arrive à beaucoup plus de gens en plus, je pense, qu'on ne l'imagine. ouais, Et il faut se faire aider, il faut se faire accompagner. Et surtout que maintenant, ce sont des maladies qui sont connues, reconnues, étudiées. Il y a des méthodes, il y a des gens comme toi qui sont passés par là avant. mm, Il y a vraiment une structure qui peut nous accompagner. Donc surtout ne pas se sentir seul, je ouais, pense, exactement. et se tourner vers les bonnes personnes et pas hésiter à en parler. Ouais, Euh, c'est ça. alors, justement, toi, comment ça s'est passé à partir du moment où tu en as parlé? Alors à partir du moment où j'en ai parlé, alors là ce que j'ai envoyé à ma maman, après on s'en est pas trop reparlé en fait. C'est assez spécial, mais on s'en est pas reparlé de vive voix juste après. C'est-à-dire qu'après elle m'a envoyé ce message-là, ça m'a vraiment rassuré, ça m'a mis un coup de boost et je me suis dit ok, je vais me reprendre en main. Par contre, je veux pas l'emmener dans cette galère avec moi. C'est encore un peu ce côté vas-y, protecteur de ceux qui m'entourent. Je veux pas. Puis j'ai toujours été comme ça. Je veux pas déranger les autres. Je veux pas demander de. Voilà. Donc ce que j'ai fait moi. Et puis j'avais peur encore un peu de ce regard. Peut-être pas de la pitié, mais enfin, je voulais pas avoir ce regard-là. Donc je suis allé voir mon médecin traitant, qui je savais allait être neutre. Donc aussi, il allait. Enfin, d'un côté, il y avait pas ce regard peut-être hyper bienveillant du côté familial, mais en même temps, il y aurait ce côté neutre qui m'aiderait à aller dans la bonne direction. Donc à partir de là, je l'ai vu, il m'a orienté vers donc j'étais au Mans vers une clinique sur l'addictologie en fait, hein, tout simplement. Et mais en fait, donc j'ai été la première fois là-bas, à cette clinique où j'ai rencontré une infirmière, puis une médecin, et et donc j'ai commencé quelques séances là-bas, mais j'ai pas trouvé comment dire l'accueil que j'attendais. Après,
je sais pas forcément trop à quoi je m'attendais, mais j'ai trouvé l'approche assez froide, un peu trop. Enfin, je suis quelqu'un d'hypersensible, ouais, hypersensible. Donc, le fait qu'il y ait cette blouse blanche, enfin, c'était quelque chose d'assez difficile. Le seul moment où je me sentais bien là-bas, c'est quand on faisait ce qu'on appelle de l'art thérapie, c'est-à-dire se montrer en public et mettre en place, enfin, ne plus trop pas avoir peur de mettre son corps en avant dans une prestation quelconque, mais c'était le seul moment et c'était très rare. Donc, assez rapidement, je me suis dit, bon, bah, je vais devoir compter que sur moi-même, pour le coup. Mais après, par rapport à ce que tu as dit, je suis entièrement d'accord. Il y a certaines personnes qui pourront plus facilement bah, être accompagnées dans ces structures-là. Moi, c'était pas mon cas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai eu un autre coup du sort, c'est-à-dire que quelques mois après, bah, de nombreuses rechutes, de moments où tu dis bah non j'y arriverai jamais, puis après tu te remets en selle. Bah, j'ai un copain qui m'avait offert un dossard pour un marathon, j'en avais jamais couru, et c'est pour le marathon de Lausanne, et euh, et en gros ce dossard, je me suis dit allez, j'ai jamais couru de marathon, ça va être ma première prépa marathon, ça va être un peu le moyen de me tirer de cette merde. Et en gros, ce que j'ai fait après, c'est que cette prépa, et j'ai tout mis vraiment pour me sortir de ces troubles du comportement alimentaire. Je me souviens, c'était un été. Donc là, ma maman, elle avait loué un gîte, mais en pleine montagne, en pleine cambrousse. Et en gros, je me suis dit, allez, ça va être un peu mon centre de désintox. Et donc pendant 3 semaines, on était loin des magasins, loin, parce que faut dire aussi ce qui est. Quand tu es touché par les troubles du comportement alimentaire et notamment la boulimie, t'as un dealer à chaque coin de rue, c'est-à-dire que le magasin du coin, bah, il te vend de la merde, il te vend des gâteaux, des sucreries, des chips, des machins. Donc forcément, c'est un peu le dealer du boulimique. Donc t'en as à tous les coins de rue, donc c'est assez compliqué de se retenir dès que t'as une tentation. Donc Puis c'est là, légal en plus. ouais, ouais, c'est ça, exactement, c'est légal et en plus c'est bon. Donc, donc c'est toujours dur de se retenir. Donc là, je me suis retrouvé en pleine montagne, loin de tout, et donc je pouvais plus aller tricher en disant allez, je vais aller au magasin. Et, et en gros, bah à cette période-là, je me souviens, c'était 3 semaines, elles étaient hyper difficiles. C'est-à-dire que la nuit, je tremblais un peu comme un camé qui était en désintox, quoi. Je tremblais, j'étais pas bien, j'avais mal au ventre, j'avais mal partout, j'avais des courbatures et tout. Et en parallèle de ça, bah, je m'entraînais. Je m'entraînais matin et soir pour le marathon. Et à la sortie de ces 3 semaines, bah, en fait, j'ai réussi pendant 3 semaines, en fait, à plus du tout toucher à cette boulimie vomitive, à ne plus avoir de rechute. Et, et dernièrement, j'ai entendu une étude qui disait que à partir du moment où tu fais quelque chose pendant 21 jours, eh ben ça devient comment dire une habitude pour ton corps. Et donc ben je pense que c'est devenu une habitude pour mon corps. Et j'ai poursuivi sur cette lancée par la suite jusqu'au marathon de Lausanne. Alors j'ai eu des rechutes, hein. Évidemment, il y a des moments j'avais une crise dans la journée, voire parfois 2 crises dans la journée, mais je réussissais derrière à arrêter pendant 3, 4, 5 jours ces crises, en tout cas à y faire face. Et petit à petit, jusqu'à ce marathon de Lausanne, bah, finalement, j'ai réussi à m'extirper un peu de cet engrenage, et jusqu'au marathon où j'ai réussi vraiment alors c'était une galère, c'était hyper dur, mais au final, quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, il y avait la double émotion, celle de finir le marathon, mais surtout celle de vraiment commencer à me sortir de cette galère. Bon, après le marathon, il y a eu encore des rechutes, hein, évidemment, on s'en sort pas du jour au lendemain, mais elle s'est passée de plus en plus, c'est-à-dire que j'en avais une toutes les 2 semaines, puis une par mois, puis une tous les 3 mois, et puis après, petit à petit, on se dit, bon, bah, au final, peut-être que je vais moins me prendre la tête sur la nourriture, moins me dire, attention, il faut que je cadre plus ma nourriture, et, et ce qui est marrant, c'est que depuis, je me pèse plus, en fait. Quand je vais chez le médecin, pour la licence, je dis OK, mais je me pèse pas. Je monte pas sur la balance. Et en fait, j'ai plus de balance chez moi. C'est peut-être le seul truc qui fait que, bon, aujourd'hui, enfin, c'est pas le seul truc, mais en gros, j'ai plus besoin de me peser. C'est-à-dire que je ressens si j'ai pris du poids ou pas. Et je sais que, bon, bah, petit à petit, en faisant du sport, en mangeant justement en ne mangeant pas entre les repas, pardon, bah,
simple rééquilibrage alimentaire, pas besoin de régime, bah, petit à petit, je retrouve mon poids de forme et je me sens bien comme ça. Mmh. Et alors tu vois, moi je l'ai déjà dit sur le podcast ou en vidéo, enfin Ouais, bref, je m'en cache pas de ça, je suis un ancien addict, ouais, aux jeux vidéo ouais, et en fait, j'ai été voir un psychologue qui m'avait dit, la solution, c'est vous êtes addict, c'est comme un alcoolique, mmh, il faut arrêter et stopper et vous arriverez jamais à vous contrôler, à jouer juste au ouais, jeu, comme ça, à faire une partie de temps en temps, comme peut le faire quelqu'un qui n'est pas addict. ouais, Et ça se vérifie parce que j'ai complètement arrêté et là, des fois, je suis ciblé par des pubs Facebook, qui me montrent un jeu, j'ai rien à faire sur le moment, je le télécharge et là, tout de suite, ça ouais, devient, voilà, je suis focus là-dessus et ça repart. ouais, Ma question, c'est de savoir si toi, du coup, avec, l'alimentation, c'est pareil, par exemple, sur les périodes des fêtes de Noël ou ouais. les périodes où on va manger un petit peu plus. Est-ce que toi, tu as cette, tentation qui revient? Alors ouais, de temps en temps, ça revient. Alors pas forcément sur les fêtes de Noël, je dirais que même les fêtes de Noël, en fait, j'ai la vigilance, tu vois? J'ai alerte rouge au-dessus de la tête et je sais que enfin, j'y fais gaffe. Non, par contre, là où j'ai plus de bah, parfois je dirais pas que je replonge, mais il y a des petits moments où je vais manger un peu plus quand j'ai beaucoup de stress, tu vois? Quand par exemple, j'ai un moment où qui est dur à passer, bah, ouais, je vais peut-être plus facilement aller sur de la nourriture. Après, par contre, je vais pas aller, jusqu'à m'éclater le bide, quoi. Je vais faire, je vais peut-être, manger, le paquet de gâteaux et puis, bah, après, voilà, je vais passer à autre chose et ça va aller. Mais j'ai toujours, ouais, ces petits restes comme toi, tu vois, avec les pubs Facebook, j'ai toujours ces petits restes là, ces petites, mais bon, après, je le sais, je sais très bien qu'après, bah, si je renquille sur un deuxième gâteau, là, c'est un deuxième paquet, là, c'est grosse vigilance, donc non, j'y vais pas. J'essaye de faire autre chose, je vais marcher, je vais justement, c'est là que le sport, en fait, il a été un moment, il a été quelque chose de très important positivement, mais aussi très négativement. Et là, pour le coup, je m'en sers de manière positive, c'est-à-dire que là, je vais aller marcher, je vais pas me mettre dans une logique de performance parce que je sais très bien qu'en ayant mangé un peu de trop, courir, c'est même pas la peine. Mais juste aller marcher ou faire de la marche nordique, j'aime beaucoup cette pratique. Voilà, ça va me permettre de me défouler, de détendre un peu les tensions et de penser à autre chose. Ou tout simplement aussi, maintenant, ce que je fais, c'est que j'éteins le portable, j'éteins tout. Je me déconnecte totalement. Et ça, putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Mmh. Alors j'aimerais qu'on parle un petit peu de la couverture du livre. Alors on va la décrire parce qu'on est quand même Mm. sur un podcast. Ouais, Donc on voit un homme qui, se tient la tête avec une main, qui semble être enchaîné par un maître de couturière, ouais, avec un tatouage, sur l'épaule avec un poing, levé vers le haut. ouais. On a aussi une montre de sport. Mm. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette couverture? Est-ce que tu peux nous donner son sens? Même si Ouais, bon, en j'ai fait, un petit peu compris, mais ouais, ouais, non, mais c'est vrai elle a plein de sens cette couverture. C'est comme t'as décrit les éléments clés en fait. C'est vrai que alors en gros, alors cet homme c'est moi déjà et en gros ces éléments-là ils sont la clé parce que alors déjà il y a le maître de couturière qui est symbole bah, pour courir, il faut être léger, pour courir, il faut être maigre, pour courir vite, il faut être léger, il faut être maigre, etc. Et il y a ce côté, en fait, c'est parce que j'ai pas pu mettre de balance, mais en gros, ce maître-là, il représente la balance, le poids, la légèreté, la nécessité d'être maigre, parce que je me souviens encore de ces cours d'athlétisme où on nous disait, bah, ouais, pour courir vite, il faut se baser notamment sur le VO2 max. Alors le VO2 max, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu le moteur, la cylindrée de votre moteur quand vous courez et il y a un élément, il y a un facteur sur ce VO2 max, c'est justement bah, le poids et donc qui va influencer. Et donc t'es un peu enchaîné là. Ce maître, il est un peu comme des menottes qui viennent eh bien te taper contre la tête. Et c'est pour ça qu'il y a le fait que on se tient la tête, c'est que c'est une vraie prise de tête, cet engrenage des troubles des troubles pardon, du comportement alimentaire. Et puis en plus, c'est enchaîné au chronomètre, qui est synonyme de performance, de dépassement de soi, mais aussi, bah, je suis un champion. En tout cas, je cherche à être un champion. Donc un champion, ça se plaint pas. Un champion, ça se bat. Et surtout, ça montre pas ses faiblesses. Et ça, c'est un élément aussi
contre-productif quand on est touché par les troubles du comportement alimentaire, c'est que on s'isole. Et ça, c'est un élément très important. Et puis à côté de ça, il y a évidemment ce tatouage-là du poing serré vers le haut. En gros, c'est une bataille contre soi-même. On s'accroche, on a beaucoup de rechutes, on a beaucoup de moments où on se dit j'en serais pas capable. Il y a des moments où on se dit peut-être vaut mieux en finir plutôt que de continuer à se battre parce que mon corps est peut-être plus fort que moi. Et finalement, il y a tout ça qui se mélange. Et puis, tu l'as peut-être pas remarqué, mais sur cette couverture, il y a, en gros, autour du cou, il y a un chapelet. Et puis, il y a ce côté, la foi aussi qui m'a beaucoup apporté. Et autour de ce chapelet, on le voit pas trop, mais il y a le no pain, no gain aussi qui est important, parce que ce no pain, no gain, il m'a beaucoup aidé, mais il m'a aussi porté préjudice de temps en temps. Donc, attention aussi à ces visions qu'on peut se faire. Je pense que le regard des autres, il faut être capable de s'en détacher. Ça, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ça m'a pris beaucoup de temps de réussir à me détacher du regard des autres, de me dire, bah ouais, au pire, il y a des moments, je fais un peu moins de sport, j'ai peut-être un bourrelet qui va apparaître, et c'est pas grave, je le reperdrai quand je me remettrai au sport, et puis et ainsi de suite. Mais ouais, ça c'est vrai que cette couverture, on pourrait en parler des heures et des heures parce que elle est, elle parle d'elle-même, mais en même temps, il y a beaucoup de choses Des petites choses, sous-jacentes. ouais. Ouais, beaucoup de choses sous-jacentes qui entrent en ligne de compte. Le fait de se tenir la tête, c'est aussi voilà, c'est une vraie prise de tête et j'irai même plus loin parce que le sous-titre, alors il m'a été notamment soufflé par Jean-Marc Sen qui est présentateur du magazine de la santé, enfin je sais plus s'il est encore, mais et qui fait la préface du livre. En fait, la rage au ventre, c'est aussi là aussi il y a un second sens, c'est que ce ventre là il a un peu décidé de faire ce qu'il voulait pendant plusieurs années. Et puis, il y a cette rage, là, cette envie de réussir, cette rage de vaincre qui m'a aidé à m'en sortir, mais ça n'a pas été toujours facile. Donc ouais, il y a beaucoup de second sens, voire même de troisième sens sur cette couve. Mmh. Alors effectivement, j'avais vu, le tatouage autour du cou, mais je savais pas exactement ce que c'était, donc merci Ouais. de l'avoir précisé. Alors c'est un sujet dont on parle peu, tu l'as dit, c'est aussi écrit, dans la présentation du livre que Ouais. c'est un sujet qui est pas beaucoup, abordé dans la littérature. Mm. Hem, pour autant, est-ce que toi tu as eu des réactions négatives, face à la sortie de ce livre? Face à la sortie de ce livre, non, pas spécialement. C'est vrai que la plupart même tous les retours, franchement, j'ai pas eu de retour négatif. J'ai eu que des retours, alors pas forcément sur, comment dire, le fond du livre, parce que, comme tu le dis, on en parle très peu dans les études, on en parle très peu dans la littérature, et malheureusement, on n'en parle pas du tout dans le monde du sport. C'est-à-dire que je me souviens à l'université, et pourtant j'ai fait 8 ans d'études, on m'en a jamais parlé. J'ai été formateur et j'ai été formé au sein de la Fédé d'athlètes. On m'en a jamais parlé, que ce soit en tant qu'athlète ou en tant qu'entraîneur. Et malheureusement, je crois que c'est une grosse problématique aujourd'hui, c'est que ça reste encore, je sais pas si c'est tabou, si on n'y pense pas ou si on veut pas y penser, mais c'est quand même très problématique. Et, et donc, ces retours là par rapport au livre, ça a été plutôt des retours, alors parfois des athlètes de très haut niveau qui ont été en équipe de France ou qui sont en équipe de France et qui me disent merci d'en avoir parlé parce que ça m'aide justement ça m'a aidé ou ça m'aide à évoquer le sujet auprès de proches, auprès de mon médecin, auprès de la personne qui m'entoure. Et, et ça montre aussi que je suis pas tout seul. Et ce qui est marrant ou pas, je dirais pas forcément marrant, mais ce qui m'a étonné positivement, si je puis dire, c'est qu'en gros, il y a beaucoup de personnes qui, derrière leur image de réseaux sociaux, montrent
qui sont hyper bien dans leur vie, qui sont que tout va bien, que c'est la belle vie. Et puis ces mêmes personnes après elles viennent te dire ah ben en fait ouais je suis touché par les troubles du comportement alimentaire et je savais pas trop comment l'évoquer, je sais pas trop comment en parler et bah merci de m'en avoir parlé. Donc en gros les réseaux sociaux il faut y faire très attention parce que forcément on va pas mettre quand ça va pas, forcément on va pas mettre quand je me suis fait vomir 3 fois dans la journée, je vais pas mettre alors qu'en vrai il y a beaucoup de personnes, beaucoup plus qu'on ne le pense, comme tu l'as dit tout à l'heure, François, qui sont touchés par ça et qui bah, n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir en parler, mais en fait, elles sont enchaînées par cette image qu'elles veulent renvoyer aux autres et par le fait que un champion, ça se plaint pas. Et si un champion, ça peut en parler, ça peut, sans forcément dire que ça se plaint, mais ça peut évoquer ces sujets pour justement derrière essayer de s'en sortir et de faire avancer la cause sans forcément être dans la pleurnicherie, hein. Moi, je suis pas dans la pleurnicherie. J'en ai chié, mais j'en tire une force et cette force aujourd'hui, bah, j'ai envie de la partager. C'est en cela que ce livre, en fait, j'ai voulu l'écrire. Même 10 ans après, bah, c'est parce qu'il m'a fallu prendre du recul, comprendre certaines choses et aujourd'hui apporter ce témoignage. Il y en a qui m'ont dit j'ai pleuré en le lisant. Bah, c'est bien si ça t'a fait pleurer, mais surtout j'espère que ça t'a fait réfléchir. Et aujourd'hui, bah, reste pas seul et parle-en autour de toi. Ah, c'est évident que la communication, encore une fois, ça a tout son sens et ça prend vraiment un rôle important dans le combat Mmh. contre Ouais, cette maladie. Euh, Est-ce que toi, du coup, tu dirais que, enfin, je sais pas trop comment formuler ma question parce que c'est toujours délicat, mais si tu avais peut-être un ou 2 conseils à donner à quelqu'un qui nous écoute et à mettre en œuvre immédiatement ouais. pour qu'elle puisse, à la fin de cet enregistrement qu'ils Mmh. écoutent, mettre en place. Je Ouais. sais pas trop comment formuler ma Ouais, non, question, mais je j'espère que vois, c'était ouais. assez clair. Ouais, si, si, j'ai compris. C'est vrai que, alors, c'est vrai que c'est difficile parce que chaque personne est différente, chaque trouble du comportement alimentaire est perçu de manière différente. Déjà, c'est triste à dire, mais je pense qu'il faut être prêt pour sortir de cet engrenage. Parce que, bah, comme tu l'as dit, pour euh, les, comment dire, les jeux vidéo, comme pour toute addiction, si t'as pas envie de t'en sortir, ça va être compliqué parce que comment dire, il y a personne d'autre que toi-même qui pourra te sortir de cette galère. Même et déjà ça, il faut se dire, en gros, il faut se regarder dans une glace et se dire, ok, j'ai vécu ça, j'ai fait ça, j'en suis pas forcément fier, mais maintenant c'est bon, je me sens prêt, je me sens prêt à partir sur cette bataille, sur cette guerre contre moi-même et avec moi-même en même temps. Donc c'est aussi difficile pour cette raison-là. Mais déjà voilà, il faut se sentir prêt. Et une fois qu'on se sent prêt, alors ça peut être un déclic, ça peut être à un moment donné, on se dit non mais c'est pas possible, j'ai besoin de m'en sortir. Je connais une personne qui m'avait dit bah moi, j'ai réussi à m'en sortir à partir du moment où j'ai eu mon premier enfant. Je me suis dit, bah maintenant, faut que je me batte pour lui. Ça peut être pour sa santé aussi, pour se dire, bah attends, j'ai pas envie comment dire, de vivre toute ma vie comme ça. Moi, c'était un peu ça, et aussi, bah moi, vraiment, le déclic, il a été quand j'ai failli me foutre en l'air parce que je me suis dit, en fait, je me suis dit à un moment donné, mais est-ce que ça sert encore à quelque chose de vivre comme ça et, et je me souviens, j'étais assis sur le rebord de mon balcon et j'ai bien failli euh, sauter. Donc, et j'ai eu le flash à un moment donné, je me suis dit non. Tu peux pas, il faut que tu continues. Et là, en fait, ça a été le déclic pour moi. Alors, je dis pas à tout le monde qu'il faut s'asseoir sur le bord d'un balcon, non. Mais voilà, il faut déjà être prêt. Et ensuite, euh, vraiment, l'idée, c'est d'essayer dans un second temps d'en parler à quelqu'un en qui on a 100% confiance, voire 1000% confiance parce que c'est déjà très dur d'en parler et il n'y a pas de manière d'évoquer le sujet, c'est-à-dire que ça peut être moi je l'ai écrit par mail, un mail à sa mère quoi, c'est complètement fou, on peut se dire mais pour moi au moins j'avais pas le regard en face, je savais qu'en plus bah
si elle voulait pas y répondre, elle y répondait pas. Et en plus, j'avais pas le regard sur est-ce qu'elle l'a lu ou elle l'a pas lu. Il y avait aussi ça parce que sur Messenger, tu vois si la personne l'a lu. Et après, le fait de savoir que la personne l'a lu, tu te dis bah ouais, mais elle me répond pas. Attends, qu'est-ce qu'elle va penser? Là, le mail, au moins, j'étais tranquille. C'était une bouteille à la mer et j'avais pas ce retour. Au moins, je. Et puis ensuite, une fois qu'on a contacté cette personne, derrière, bah cette personne, son retour, il va être important, malheureusement, il va être très très important. Donc s'il est un peu fermé, un peu froid, ça peut être compliqué, mais derrière, vraiment, ce que je conseille, c'est d'aller voir son médecin traitant, qui va être neutre, qui va plus ou moins bien y répondre, mais au moins qui va pouvoir donner les premières clés pour sortir. Et après, bah, peut-être qu'il va orienter vers un centre d'addictologie, peut-être qu'il va orienter vers un psychologue, peut-être qu'il va orienter vers un nutritionniste. Alors, je dois avouer que j'en ai vu des dizaines de nutritionnistes. Ça m'a pas servi à grand chose parce que le problème il était plus profond que ça. J'avais toute la bonne volonté du monde de bien manger, mais c'est pas sur le plan de la nutrition, c'est vraiment sur le plan du comportement, sur le plan peut-être aussi plus profond que ça, du mal-être. Et donc derrière, bah, c'est sortir de ce silence et aller voir peut-être les professionnels dans un premier temps, et après s'attendre aussi. Hein, et ça, c'est peut-être mon second ou mon troisième conseil, je sais pas où j'en suis, mais de se dire qu'il va y avoir des rechutes, c'est un peu comme le sportif qui se prépare à son trail, à son ultra trail, à son marathon ou à rien qu'à son 5 km pour ceux qui courent pas. Bah forcément, tu vas avoir des jours où tu vas avoir des courbatures, ce sera plus dur. Tu vas avoir des jours où tu vas avoir des rechutes, des jours où tu vas pas avoir envie d'aller t'entraîner. Bah dans ce processus de sortie d'engrenage des troubles du comportement alimentaire, tu vas les avoir aussi ces coups durs. Et là, bah, il faudra être prêt à parce que tu seras seul contre toi-même et il faudra se dire bon bah ouais, je tiens le cap. Certes, bah peut-être qu'hier j'ai fait une rechute, peut-être qu'hier j'ai retrouvé les mauvais travers, mais c'est pas grave. Aujourd'hui est un jour nouveau et je continue sur ma lancée, sur mon fil rouge, celui de me sortir de cette galère. Bon, et ben écoutez, de toute façon, si vous êtes dans ce cas ou que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est atteint de troubles du comportement Mm. alimentaire, ben, voilà, vous avez maintenant quelques clés, quelques conseils pour pouvoir l'aider à s'en sortir ou vous en sortir vous-même. Yvan, j'aimerais qu'on parle de ton nouveau livre, si tu veux Ouais, bien. Alors, au ça moment où on marche. enregistre, il est pas encore sorti, Ouais. donc ça va être un peu bizarre de parler de lui comme s'il l'était déjà, hein. Donc tu le disais, tu as écrit, ça va être ton quatrième Ouais. ouvrage que tu publies. Donc maintenant, ça va être donc 70 jours pour réussir mon premier trail. Pourquoi c'était important pour toi d'écrire ce livre? Alors, en fait, c'est important parce que la problématique sur le trail, c'est que, en gros, on entend énormément de choses enfin, qui se développent sur le trail avec pas mal de livres. Ouais, je pense notamment aux bouquins d'Éric Lacroix qui sont juste superbes, mais il n'y a pas que cela. Et, et le truc, c'est que moi-même, j'ai commencé le trail très tardivement. J'étais beaucoup sur la piste et sur la route ensuite. Alors autant dire que passer du 3000 steeple au trail, ça fait un peu bizarre. Mais, euh, mais en gros, j'avais envie dans ce livre de montrer un petit peu, même complètement, par quel sentiment, quelle sensation on peut passer sur la prépa d'un trail lorsqu'on en a pas forcément l'habitude d'en courir. Et donc ça passe par bah, les sensations, les sentiments, le manque de motivation, parfois le surplus de motivation. Comment est-ce que je gère tout ça? En gros, l'objectif de ce livre, c'est de suivre la préparation à un premier trail euh, jour après jour. C'est-à-dire, bah, aujourd'hui, je fais tel entraînement, mais je me sens comme ça. Il y a la météo qui est comme ça. Ah ouais, mais là, j'ai ces questions qui me trottent dans la tête. Est-ce que la récup, ça va bien se passer? Est-ce que cette séance, je vais aller au bout? Ah ouais, mais attends, cette côte-là, elle est infecte. Est-ce que je vais réussir à la monter en courant ou en marchant? Et en gros, l'objectif, c'est un peu en gros, le coureur, la personne, même le lecteur, la personne qui va lire ce livre, elle va se mettre un petit peu sur mon épaule, voire même dans ma tête, et se dire, tiens, bah, quelle sensation a un trailer tout au long de son entraînement, de sa préparation, les temps forts, les temps faibles, les temps durs, les temps un peu plus faciles, jusqu'à la compétition.
et montrer que finalement la préparation, c'est tout un ensemble de, de hauts, de bas, de difficultés, de questionnements, et beaucoup de questionnements même, et, ça jusqu'à la compétition, parce que souvent la compétition, quand on est sur le bord de la route, et je m'en rends compte même, ou le bord du chemin, je me rends compte maintenant que je suis speaker sur de plus en plus d'événements, bah, ça a l'air facile quand tu vois les premiers arriver, même les pelotons, parfois tu les vois, ils ont le sourire, tu dis, ouais, ça a l'air facile, mais on n'imagine pas quand on est sur le bord du circuit quel, par quelles émotions ils sont passés. Et c'est ça aussi que j'avais envie de transmettre dans ce livre. Mmh. D'accord, donc du coup, s'il s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent, débuter dans le trail et qui sont déjà coureurs ou, c'est vraiment des gens qui veulent se mettre au sport et qui n'ont absolument aucune idée de comment est-ce qu'on court, et comment est-ce qu'on va aller, réussir son premier trail? C'est Ouais. comment? Alors, l'intérêt de ce livre, c'est qu'il est justement proposé pour toutes les franges de la population en termes de coureurs, parce que même les non-coureurs, je l'ai fait relire par un non-coureur, il m'a dit, tiens, j'ai l'impression de courir avec toi, et ça me donne envie. En gros, là, dans ce livre, il y a, donc comme j'ai dit, il y a tout ce qui est émotion, sensation, mais il y a aussi des conseils d'entraînement dedans. C'est-à-dire que il y a tout ce qui va être autour de la foulée, du choix de la chaussure. Je fais intervenir pas mal de professionnels du sport dedans. Alors il y a le médecin, il y a Jean-Marc Sen, une nouvelle fois qui participe à ce livre sur le check-up avant de s'élancer sur une prépa. Il y a Eric Lacroix qui participe à cet ouvrage. Il y a Olivia Meus, une diététicienne du monde du sport. Il y a comment dire, tout un tas de spécialistes. Là, il y a Nathalie Mauclair aussi qui participe à voilà une bonne partie du livre dedans, donc qui a été championne du monde de trail, qui vient aussi apporter ses conseils sur la préparation mentale, sur la préparation physique, sur l'intérêt ou non des week-end shocks. Donc il y a vraiment tout un tas de conseils, d'exemples, mais aussi de sensations tout au long de la prépa, et aussi comment dire les doutes qui apparaissent chez le sportif, et là aussi un petit peu comme sur le livre autour des troubles du comportement alimentaire, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête, et qu'au final, ouais, peu importe le niveau, peu importe si on a un trailer débutant ou un trailer de très haut niveau, ou en tout cas peut-être qui a l'habitude d'aller sur les compétitions, que voilà, il y a des doutes qui apparaissent, il y a parfois des moments où on se dit j'ai pas envie d'aller m'entraîner, et là je donne des conseils sur tiens, comment est-ce que je peux mettre en place une routine peut-être pour aller quand même m'entraîner. Voilà, plein de petites choses, et finalement c'est ouvert au grand public sur cet ouvrage. Ah, tu vois, c'est marrant parce que j'étais absolument là-dedans, là, en début de semaine. J'ai fait une petite prépa là de quelques semaines pour le trail qui arrive ce week-end. Ouais, Et j'avais un entraînement tu vois, un truc simple, footing d'1 heure à faire, pas forcément d'intensité, etc. Mais j'avais absolument, mais aucune envie d'aller, quoi. Mais, ouais, pourtant, voilà, c'est ma passion, c'est mon sport, mais en fait, il y a des moments où, faut pas se mentir, on n'a pas envie, c'est pas ça. forcément parce qu'il pleut, pas forcément parce que il y a de la neige, pas forcément parce que, je sais pas, on est un peu fatigué. Non, on a juste pas envie, quoi. Ouais, c'est ça. Et Et tu de y allais quand croire même? sur les oui, j'y suis allé quand même, ouais. Et t'as mis J'y quoi suis en allé. place comme routine justement, comme qu'est-ce que t'as fait pour te dire tiens j'y vais? Alors j'ai joint l'utile à ma sortie parce que j'avais des chèques à aller déposer à la banque, j'avais une course à aller faire, pour Noël, Ouais, et du coup, j'ai fait tout ça ouais. pendant mon footing, et plutôt que d'y aller en voiture, j'ai Mmh. dit: «Bon allez, je vais aller le faire en courant, au moins je ferai ma sortie», et au final, très, très bonne sensation, des envies d'accélérer, j'ai même Ouais, dû me freiner, enfin contraire contre-intuitif, quoi, j'aurais c'est pensé que fou. j'aurais fait une séance, nulle, mais en fait, pas du tout. Donc oui, c'est intéressant, c'est de raconter la vraie vie, parce que, Ah, enfin, moi le premier, hein, je suis sur dans ma position de, même si j'aime pas du tout me traiter mmh, comme ça, d'influenceur, mmh. on pourrait penser que tout est beau, tout est rose tout le temps, la préparation se passe tout le temps bien. Bah non, Bah, c'est ça, c'est pas vrai. Celui qui exactement. vous dit l'inverse, c'est pas vrai, c'est un menteur. C'est ça, tout est rose, hein, j'ai toujours le sourire quand je vais à l'entraînement, j'ai jamais de douleur. Ouais, ouais, c'est ça. Exactement. Et on dit qu'il faut surtout pas comparer son arrière-boutique avec la vitrine des autres. Exactement.
Je suis d'accord. Non, mais Donc, c'est vrai. ne croyez pas que tout est tout le temps facile, c'est faux. Mais c'est ça, et carrément. Et c'est vrai que c'est super intéressant, tu vois, ce que tu dis, parce que là, et puis là, en plus, avec les jours qui raccourcissent, avec le froid, on a encore moins envie, mais pourtant, bah, parfois, on arrive comment dire, à aller au-delà de ce manque d'envie, à ce manque de motivation. Et comment est-ce que j'y vais? Bah voilà, toi tu utilises joindre l'utile à l'agréable, et j'ai fait pareil, et j'en parle aussi dans le livre. Il y a le côté, bah, j'ai un objectif, donc je sais que pour y arriver, il faut que j'aille m'entraîner. Et puis on a d'autres qui utiliseront bah, plutôt le groupe pour aller s'entraîner, d'autres qui préféreront y aller seuls avec de la musique. Et il y a plein de petites techniques comme ça qui sont évoquées dans le livre, et de manière assez simple. C'est-à-dire qu'on va pas chercher là pour le coup, c'est du terre à terre, et je cherche à, à mettre en évidence justement aussi que bah ouais, c'est pas tous les jours facile, et comment est-ce que je cours dans parfois quand c'est boueux au possible. Voilà, t'es en Bretagne, je suis en Normandie, on a un peu les mêmes circuits un peu bien boueux, bien quand on est en hiver, bah, comment je fais? Et c'est ça qui est super intéressant, et de lire ou d'entendre les expériences les uns des autres, c'est aussi une bonne formation, je pense, pour progresser. Voilà, et ben, on vous a donné un petit aperçu de ton livre, donc 70 jours pour réussir mon premier trail. Donc, si vous voulez en savoir plus, ben, n'hésitez pas à aller le commander. Vous avez un lien dans la description. Et puis, de toute façon, sur Google, vous le retrouverez assez facilement en tapant 70 jours pour réussir mon premier trail, livre Yvan Rassa. Yvan, on arrive déjà à presque 1 heure d'échange. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie d'ajouter pour compléter notre échange et dont on n'aurait pas encore parlé? Bah, pas spécialement. C'est vrai on a fait le tour sur une grande partie des choses que je voulais évoquer avec toi. C'est vrai que peut-être que je rajouterais un élément sur, comment dire, pour revenir sur la notion des troubles du comportement alimentaire. Ce qui serait vraiment bien s'il y a des dirigeants, alors dirigeants de clubs ou même de ligues, de comités ou de fédérations même, c'est vraiment essayer de développer peut-être pas ces formations, mais peut-être pas aller jusqu'à la formation d'une demi-journée ou d'une journée, mais au moins faire comment dire, des interventions sur le fait que ça existe, qu'il faut pas rester seul auprès des sportifs, mais aussi auprès des éducateurs sportifs, parce que moi je sais que j'avais encore ces mots là qui retentissaient dans ma tête, et j'en parle dans le livre. C'est voilà, ces entraîneurs qui vous disent ouais, en parlant à ma maman alors que j'étais juste à côté: madame, il faudrait peut-être penser à ce que votre fils mange moins parce qu'il est lourd sur le terrain. C'est des choses comme ça c'est pas méchant, mais lorsque c'est dit par un adulte quand on a 12-13 ans, ça fait mal à la tronche. Et donc le fait de former ces éducateurs sportifs, et surtout d'avoir une prévention auprès de ces éducateurs sportifs, j'irais même des enseignants, parce que à l'université c'est pareil, parfois il y a des mots qui sont pas terribles, ce serait un vrai plus. Et là aussi, dans les stages où les athlètes sont réunis pour les préparations, bah, peut-être que de temps en temps, des soirées d'intervention autour de ces problèmes qui existent, mais dont on ne fait pas attention, ou dont où on ferme les yeux plus ou moins volontairement, c'est assez dommage, parce que ça peut gâcher des vies, et ça peut même détruire des vies. Donc voilà, je terminerai peut-être là-dessus, François. Eh ben, écoute, c'est un très beau message, et le meilleur moyen de faire tourner ce message, c'est de partager ce genre d'intervention. Donc, n'hésitez pas à partager cet épisode du podcast avec quelqu'un qui serait concerné ou qui devrait l'être. Donc, voilà. Merci beaucoup, Yvan, pour cette heure d'échange, et puis de tout ce que tu fais aussi pour aider justement les personnes qui seraient dans ce que tu as toi-même vécu et qui pourraient s'en sortir beaucoup mieux. Donc, merci beaucoup. Bonne continuation à toi pour les futurs bouquins, parce que j'imagine que Merci. tu vas pas t'arrêter là. Non, c'est vrai. Mais merci à toi, et puis vraiment, restez pas seul, parlez autour de vous, et surtout vive le sport passion. Top. Merci beaucoup, Yvan. À bientôt. À bientôt.
Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité, et à très bientôt dans un prochain épisode.